Salam alaikum, bonjour à tous. Je suis avec le frère Zied Haradji qui est juste en face de moi. Aujourd'hui, on va faire un nouveau concept sur ma chaîne. On va faire des podcasts et on va commencer par un sujet qui est extrêmement important. Vous le savez, sur ma chaîne YouTube, moi j'essaye au maximum de débunker quand il y a une propagande qui est faite et encore plus quand c'est lié à notre communauté. Et le frère Zied Haradji qui est en face de moi a écrit un livre qui est juste là, Un autre regard sur l'Occident, où il vient justement débunker quelque chose qui est malheureusement dans l'inconscient de beaucoup de personnes, qu'on a essayé de nous mettre depuis des années et des années dans la tête, notamment sur le fait qu'il y aurait une civilisation supérieure, qui serait supérieure à nous et qui nous aurait colonisés pour nous élever, nous faire rentrer dans les codes, etc. Et le frère Ziad Haradji, s'il a écrit un livre dessus, c'est qu'il maîtrise ce sujet. Du coup, il est là, Inch'Allah, pour nous en parler. Donc, je vais laisser le frère se présenter, parce que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. Donc, Ziad, mon frère, Barakallah fik, mon tfaddal. frère. Assalamu alaikum wa rahmatullah à tous les abonnés du frère Bilal. Ça. Et barakallah fik, Bilal, de m'avoir invité aujourd'hui pour parler de mon livre. Un livre qui m'a pris énormément de temps à écrire et qui me tient énormément à cœur. Donc, je te remercie pour cette invitation à Khaled. De rien. Et qu'est-ce qui t'a poussé, pardon, toi, à écrire ce livre, Ziad? En fait, moi, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est en fait tout simplement parti d'une frustration. Euh, Quand je vois en fait la situation des musulmans aujourd'hui, notamment en France, quand tu vois leur position sur certains sujets, tu ressens cette propagande et cette manipulation occidentale à travers leur discours. Beaucoup de musulmans adoptent une vision manichéenne un petit peu de certains sujets géopolitiques qui malheureusement méritent beaucoup plus de nuances. Et c'est en fait ce manque de nuances qui a créé cette frustration en moi sur différents sujets, notamment des sujets qui concernent notre communauté. Donc, j'ai réfléchi à comment contrer cette propagande occidentale dans la tête des musulmans, des gens de ma communauté. Et ce qui m'est venu en tête au bout d'un moment, c'est de tout simplement écrire un livre. En écrivant un livre, au moins, eh bien, j'évite la polémique inutile, j'évite le débat redondant, et ça me permet voilà, d'écrire vraiment tout ce que je pense avec des faits qui sont factuels, de prouver tout ce que je dis et tout ce que je pense. Et donc, dans ce livre-là, alhamdulillah, j'ai pu faire ce travail-là. Livre, Alhamdulillah. voilà, je le rappelle, qui était corrigé par une grosse maison d'édition. Donc voilà les motivations qui m'ont poussé à écrire ce livre-là. Du coup, rentrons dans le vif du sujet. Tu écris au début du livre entre impérialisme et manipulation de masse. Donc, parle-nous des prémices de ça, du coup, de ce sujet-là. En fait, par rapport à l'impérialisme occidental et surtout à la propagande qu'ils ont usée pendant de nombreux siècles jusqu'à aujourd'hui, eh bien, les prémices, ça a tout simplement été leur soif de pouvoir, leur soif de suprématie et leur envie d'asseoir leur hégémonie, tout simplement. Ils ont voulu tout simplement imposer un nouvel ordre mondial, réorganiser le monde selon leurs convictions et leur idéologie, tout simplement. Donc, c'est ça vraiment qu'ils ont été les prémices de cet impérialisme-là et de cette propagande qui s'en est suivie. Et ouais, mais comment ça s'est fait concrètement? Donc, en fait, l'Occident, pour asseoir leur suprématie et leur hégémonie, ils ont dû user inévitablement de moyens de propagande et de manipulation de masse. Ça a commencé vraiment, leur hégémonie a débuté dès la période coloniale. Donc à ce moment-là, ils partaient pour étendre leur pouvoir à travers le monde. Donc forcément, il fallait légitimer cette soif de suprématie. Comment? Alors par exemple, pendant l'époque coloniale, eh bien, ils ont justifié leur impérialisme à travers ce qu'ils appelaient tout simplement la mission civilisatrice. Qu'est-ce que c'est que la mission civilisatrice? Eh bien, c'est tout simplement une excuse qu'ils ont donnée, un prétexte qu'ils ont donné à tous les crimes qu'ils ont commis pendant la période coloniale, lorsqu'ils allaient tuer des populations, conquérir des terres, piller des terres, etc. Eh bien, auprès de leur population, donc en Occident, ils justifiaient tout cela en disant qu'il fallait civiliser toutes ces populations-là, qu'ils étaient inférieurs, qu'ils étaient incivilisés. Donc ça a commencé comme ça. Et pour aller plus loin dans la propagande, ils avaient même organisé ce qu'on appelait des expositions universelles de Paris. Donc, qu'est-ce que c'est que les expositions universelles de Paris? Ce sont tout simplement des zoos humains, en fait. C'est fou de dire ça comme ça, mais c'était exactement ça. C'était des... C'est ce qu'on voit des fois dans les images, là, ils mettent, on voit, tu sais, dans des cages, on voyait des gens, des personnes noires, hein, et on voyait des Français, tout ça, autour du grillage. Je sais pas si tu as déjà vu. Ça Exactement. tournait un petit peu. Exactement. Alors, c'était pas forcément autour, ouais, c'était pas forcément dans une cage, mais en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient, notamment les Français, en 1889 et en 1900 notamment, ils prenaient tout simplement des échantillons
de populations colonisées en Afrique subsaharienne, au Maghreb. Il les ramenait sur Paris, il leur retirait leurs vêtements, il les dénudait, il les mettait pieds nus, leur faisait faire des danses tribales, puis ensuite tous les Français, les Anglais, les Européens pouvaient en fait assister à ces zoos humains tout simplement où on voyait en fait des personnes noires, des personnes maghrébines en faisant des danses tribales en l'occurrence. Donc en fait ils ont déshumanisé les peuples colonisés en les faisant passer pour des sauvages, tout simplement pour légitimer leur fameuse mission civilisatrice et par conséquent leur colonisation. Mais en fait, là, parce que c'est la dinguerie, c'est qu'en fait, ce que nous, on voit aujourd'hui, bon, là, on est en 2025 au moment où on fait le podcast, cette manipulation de masse qu'ils essayent de faire à travers les médias, mais en fait, à l'époque, bon, là, ils n'avaient pas les médias, mais ils faisaient des expositions pour manipuler et conditionner le peuple à faire, enfin, pour justifier leurs actions, du coup. Exactement, bah à l'époque il y avait ni Twitter, il n'y avait pas Insta, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas tous ces moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, le peuple se limitait seulement à ce que leur élite leur disait, que ce soit le gouvernement, que ce soit les écrivains qui étaient utilisés par le gouvernement, et par la suite avec d'autres moyens, d'autres outils de propagande. Donc en effet, ça a commencé comme ça pendant l'époque coloniale, avec des expositions universelles à Paris, avec des journaux qui encensaient la colonisation, avec des livres aussi qui mettaient en avant et qui faisaient l'éloge de la colonisation. Par la suite, en fait, ça a continué. Toutes ces techniques de propagande ont continué et se sont modernisées. Donc, à travers les films, notamment pendant la guerre froide, il y a eu des films comme Rocky, par exemple, qui faisaient passer le soviétique, le communiste, comme étant le méchant, une personne sans cœur, une personne déshumanisée, afin de mettre en avant justement la culture et la civilisation occidentale. Donc pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre froide, pendant toutes ces périodes, en fait, l'Occident, même des fois entre eux, hein, pendant la Première et Seconde Guerre mondiale, par exemple, eh bien, ils usaient de propagande pour déshumaniser leur ennemi, tout simplement. Et cette propagande, elle est surtout venue du côté français, du côté anglais, et par la suite du côté américain. Ça a surtout été Et il y a eu même des côtés très sombres dans cette manipulation-là, des projets très, très sombres. très 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 sombre en effet, notamment pendant la guerre froide. Alors en fait, pendant la guerre froide, il faut savoir que ça a vraiment pris un tournant au niveau de la manipulation, au niveau de la propagande de l'Occident. Eh bien, la guerre froide a été une époque charnière. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé de méthodes qu'ils n'avaient jamais utilisées auparavant. Je pense notamment ici au programme MKUltra, qui est en fait un programme qui vise à développer, tout simplement un programme visant à contrôler et à développer l'esprit humain. Donc c'était vraiment une En chose très fait, très sombre. juste, je fais une petite parenthèse, c'est très lié. Tu sais, quand juste avant, tu parles des films, tu parles de Mecha Ultra. En fait, tout ça, vous allez comprendre pourquoi ils ont utilisé les films, pourquoi aujourd'hui les médias, et comme BFM TV où il y a de la répétition, je vous expliquer. On a l'inconscient et la conscience. Et tu sais, quand tu fais de l'hypnose, c'est quoi? C'est d'élever l'inconscient de la personne. Parce qu'une fois que l'inconscient il est élevé, il y a moins d'esprit critique. D'accord? Exactement. Si je fais une suggestion, le cerveau n'a pas l'esprit critique de rejeter. C'est pour ça que quand vous voyez de la street hypnose, qu'est-ce qu'on voit quand il y a de la street hypnose? On voit des gens, on leur dit à 3, tu peux plus lever ta main. Hop, il fait ah, j'arrive plus. Pourquoi? Parce que quand il était dans un état de conscience juste avant où l'esprit critique était baissé. Du coup, ça agit un peu comme un ordinateur. D'accord? Exactement. Et comment on fait passer une idée vraiment au profond de ton cerveau? Parce que c'est dans les croyances, l'inconscient. On te détend. C'est ça la première des choses à faire, c'est détendre la personne. Donc quand on regarde un film, généralement, on est dans quoi? On est dans un état de détente. On n'est pas debout. On est avachi, on est allongé, on est posé dans un état de détente, on est décontracté. Donc les idées derrière le film pénètrent plus facilement notre cerveau. D'accord? Et du coup, MK Ultra et toutes ces choses-là, ça a toujours été la même chose. C'est des projets où on a essayé de viser l'inconscient, parce qu'ils ont ça qu'ils ont fait diviser même la personnalité des gens et tout. Et je vais vous dire un truc, parce que moi j'étais formé en hypnothérapie. Dans la formation, on vous dit quoi généralement dans les hypnoses? Oui, on ne pourra jamais vous faire faire quelque chose qui est contre votre volonté. C'est ça qu'on vous dit. Exactement. Eh bien, en formation d'hypnose, on vous dit non, mais en fait, ça, c'est pas vrai. On vous dit qu'il y a même une étude qui a été faite. Un homme, on l'a poussé, on l'a mis sous hypnose, on lui a donné une arme, il ne savait pas que c'était une fausse. On lui dit tire sur ta mère, il a tiré sur sa mère. Wallah. Il a tiré sur sa mère. Et on ne le dit pas, ça, genre.
Quand on vous dit non, mais pour pas faire peur aux gens, quand vous faites une thérapie, vous leur dites on pourra jamais les faire. C'est vrai que généralement, il faut vraiment un haut niveau, mais c'est possible de te pousser à faire quelque chose qui est même contre tes principes, etc., sous D'accord. hypnose. Donc, quand eux, ils savent que il faut que tu sois détendu par répétition, vous comprenez pourquoi on vous met des chaînes d'infos où ça répète l'information en continuité, Exactement. même si c'est des mensonges, etc. Et même à travers les films, parce que voilà, comme tu as dit Les tout à l'heure, les films, t'es décontracté, t'es à les musiques. Les musiques, exactement, on te fait passer des messages à travers des musiques. D'ailleurs, il faut savoir que justement, là on parle de la musique, c'est intéressant. Pendant la guerre froide, eh bien, il y a les États-Unis, en fait, qui envoyaient des musiciens à travers le monde faire des concerts à l'international, juste pour faire une propagande de leur civilisation, justement. Avec des concerts de jazz, notamment avec Armstrong, qui à l'époque était une star internationale. Donc ça leur permettait, en fait, de faire rêver, en fait, le monde, les Africains, avec un modèle occidental qui est idéal. Non, mais regarde, c'est de moi à toi. Quand on était jeune, à travers toutes les séries qu'on a vues, l'Amérique, inconsciemment, tu la voyais comment? Ouais, franchement, l'Amérique, on la voyait. Je vais te dire une chose, Bilal, hein. C'est le futur. Mon frère, quand j'étais petit, mon rêve, c'était d'aller vivre aux États-Unis. Et wallahi, ce que je te dis, C'est c'est le rêve américain. le rêve américain. Je dormais la nuit. Pour de vrai, hein, je dormais la nuit. Avant de dormir, j'allais sur YouTube. Je mettais vie aux États-Unis. Commencer parce qu'on regardait des films Disney, on regardait Disney Channel, on regardait toutes ces choses-là qui nous faisaient croire que voilà, le mode de vie américain, tu te lèves le matin, tu vas boire ton café chaud avec la chantilly dessus, la vie de Zach et Cody, toutes ces choses-là avec lesquelles on a grandi font partie de la propagande occidentale pour nous faire croire que cette civilisation est supérieure. Mais en fait, cette civilisation-là et cette propagande-là n'est basée que sur de l'illusion. Et c'est qui utilise l'illusion pour égarer les gens? C'est Shaitan. Donc on voit qu'en fait, toute cette manipulation-là, elle a des fins vraiment diaboliques, subhanallah, des fins afin d'endormir les gens. Et d'ailleurs, petite parenthèse avant de continuer, il y avait Blaise Pascal, donc un philosophe, hein, du XVIIe siècle. Bon, il avait plusieurs compétences, hein, il était mathématicien, philosophe, etc. Et il disait une parole qui est très importante. Il disait, l'être humain se divertit pour oublier la mort. Et c'est exactement ça, en fait. L'Occident, avec sa propagande, a plongé le monde, en fait, dans une insouciance et dans une inconscience des réalités. Et c'est ça, en fait, qui a fait exploser l'athéisme en Occident. Avant, l'athéisme, c'était pas une chose, ça n'existait pas, en fait, tout simplement. Tout le monde avait une croyance. On pouvait croire en des statues, en un soleil, en du feu, avec avec les Zoroastriens, par exemple, etc. Mais croire en rien, ça n'existait pas auparavant. C'était quasiment inexistant. Mais cette culture du divertissement a poussé les gens à oublier en réalité les questions existentielles que chaque être humain se posait auparavant. Lorsque les gens se posaient des questions de type mais qui a créé tout ça? Est-ce que l'univers s'est créé lui-même? Est-ce qu'il y a un créateur, etc. Les gens arrivaient toujours à la conclusion eh bien, que il y a forcément un créateur, le rien ne crée rien. Aujourd'hui, voilà, on est dans le divertissement et généralement, quand moi je parle avec des athées, que ce soit dans le débat interreligieux pour ceux qui me suivent à travers cela, eh bien, je leur posais la question en leur disant, oh toi, athée, est-ce que tu es athée par conviction ou est-ce que tu es athée tout simplement parce que tu ne t'es jamais posé de questions sur la religion et sur Dieu? Ils m'ont toujours répondu parce que je ne me suis jamais posé de questions en fait. Ça m'a jamais intéressé. C'est vraiment. Non, mais frère, même nous, malheureusement, c'est venu dans notre communauté de se dire non, mais t'inquiète, t'as le temps pour le djinn, t'as le temps pour le. Concentre-toi sur la dunya. En fait, leur truc de oui, attends, frère, là, il faut que tu construis ton avenir. T'es jeune, il faut que tu fais tes études, faut que tu penses à ton métier, faut que tu investis. T'as 20 ans, 30 ans, faut que tu mets dans l'immobilier, faut que tu fais ça, tu dois mettre de côté. Jusqu'à la fin, après, tu auras le temps pour l'au-delà, Dieu, tout ça. T'es encore jeune. En fait, c'est venu jusqu'à notre communauté. Ils ont réussi à rentrer cela dedans. Alors qu'auparavant, si tu regardes, hein, il y a quelques siècles, bah, la masse, par exemple, toi, un livre, je pense que tu connais, vu qu'on est nous deux de l'école Ménikite, Al-Khadari, ça, c'était un livre qui était pour des enfants de 4 ans. Exactement. Aujourd'hui, c'est des adultes de 25 ans, 30 ans qui commencent à faire ce livre-là. Parce qu'on on a s'entraîne la dunya, non mais attends, faut que tu penses, on a regardé des séries, ouais, l'argent, il faut. Ils ont réussi à le mettre ça dans le djinn. Pour l'anecdote, Roya, je te jure que moi, quand j'avais étudié l'Ardari, le Murtasar, justement, dans ma classe, moi, j'avais quel âge? J'avais 18 ans quand je l'avais commencé. J'avais 18 ou 19 ans et j'étais le plus jeune de ma classe. J'étais le plus jeune, il n'y avait que des personnes de 30 ans, 40 ans, voire 50 ans
Alors que c'est un livre qui, à la base, est dédié à des enfants de 4 ans, à des enfants qui, voilà, on te parle de quoi dans Al-Akhdari? On te parle de la purification, de la prière. Mais t'as vu que c'est tellement ancré ce qu'ils ont fait, c'est que quand tu veux, parce que je pense que t'étais dans le même cas. Moi, quand j'étais au lycée, au collège, j'aimais beaucoup faire d'art. J'allais Exactement. voir les non-musulmans, tout ça. Tu sens qu'il y a pas, il y a un truc inconscient qui les, tu vois, Les blocs. qui bloque. Ouais, Non, mais je veux pas penser à ça. exactement. Je veux pas, non, mais tu vois, mais ça vient pas de n'importe où, Ça vient ça. pas de n'importe où, justement, ça vient de toute cette manipulation et cette propagande occidentale qui pousse les gens, en fait, à oublier l'essentiel, à oublier que dans quelques années, on va mourir. C'est une réalité. D'ailleurs, c'est la seule chose dont l'être humain est sûr dans l'avenir. On ne sait pas si on va garder notre travail, on ne sait pas si on va garder notre famille, on est sûr de rien à l'avenir. Tout est lié à des probabilités. Même si elles sont infimes, tout est lié à des probabilités. Cependant, la mort, elle est sûre à 100% et c'est d'ailleurs la seule chose qui est sûre enfin, voilà, à 100%. Euh, Du coup, pour revenir sur ce qu'on disait par rapport à MKUltra, il faut savoir que MKUltra, ils ont développé des programmes qu'ils ont poussé tout simplement, qu'ils ont causé la mort de plusieurs personnes. Alors, il y a différents exemples dont je parle dans le livre, en Norvège, au Canada, où ils utilisaient justement des personnes qui étaient internées en hôpital psychiatrique, qui se servaient d'eux pour leur programme MKUltra. Mais je parle aussi d'un exemple, qui est l'exemple du Pont Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler de ce qui s'est passé à Pont-Saint-Esprit, mais en fait, c'est une chose, subhanallah, que j'ai moi-même en fait étudié tellement l'histoire elle est surprenante et c'est un sujet que j'avais même utilisé dans le cadre de mes études. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à Pont-Saint-Esprit? Pour vous faire l'histoire en rapide, hein. Alors, il y a les habitants, les ponts spiripontins, c'est comme ça qu'ils sont, les spiripontins plutôt, c'est comme ça qu'ils sont nommés. Euh, un jour, voilà, les habitants, ils sont partis à la boulangerie. Écoute bien, ils ouais. sont partis acheter leur pain, euh, comme à leur habitude. Et là, après avoir mangé leur pain, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui avaient mangé à ce pain-là, ils sont devenus fous. Ils ont commencé à faire des crises d'hystérie, ils ont commencé à faire des crises de folie. Il y en a même qui se sont jetés par la fenêtre, qui se sont suicidés. C'est une histoire en fait qui a fait trembler non seulement pour Saint-Esprit, qui est une ville dans le Gard, mais qui a également fait trembler la France. Parce que personne n'a compris ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, dès lors, il y a eu plusieurs pistes qui ont été menées par les enquêteurs pour comprendre qu'est-ce qui a mené tous ces habitants à justement faire toutes ces crises de folie. Donc, la première piste qui avait été suivie par les enquêteurs, ça a été la piste de l'ergot de seigle. En fait, il faut savoir que pour faire le pain, donc c'était un pain fait avec de la farine de seigle, justement. Mm. Et en fait, le seigle peut développer une sorte de champignon qui peut éventuellement créer des hallucinations. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti, personnellement, hein, Ouais. jusqu'au Gard, jusqu'à Nîmes, en fait, pour consulter les archives départementales du Gard, afin de, en fait, étudier ce dossier-là. Ça t'est déterminé. J'étais déterminé. Je suis parti aux archives, j'ai passé toute la journée là-bas avec plein de feuilles. J'ai pris des photos, j'ai fait des écrits, etc. par rapport à ce sujet-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce qui s'est passé, donc c'était en pleine guerre froide, c'était en 1951, dans les archives, qu'est-ce que j'ai découvert? Et tu verras, c'est vraiment surprenant, subhanallah. Il y a eu déjà des témoignages. Les témoignages étaient les suivants. Il y a des habitants de Pont-Saint-Esprit qui disaient que pendant que des habitants faisaient leur crise de folie, Ouais. il y avait des personnes que personne connaissait au village. Et dans les villages, généralement, tout le monde se connaît. Non, bien sûr. Ils disaient qu'il y avait des personnes que personne ne connaissait dans le village et juste qui regardaient qu'est-ce qui se passait. Ils analysaient ce qui se passait, en fait, tout simplement. Ça, c'est la première chose. Dingue. La deuxième chose, dans les archives, qu'est-ce qu'on a découvert? Et ça, en fait, ça a été déclassifié par la CIA directement. Donc ça, c'est des archives de la CIA. Donc, il y a eu des archives qui ont été déclassifiées qui montraient qu'en fait, pile poil en 1951, il y a des agents du CIA qui ont fait le déplacement à Paris dans le Gard. Donc les enquêteurs, en fait, en liant tout ça, la thèse la plus probable, ça n'a pas été que la cause de ces crises de folie a été l'argot de seigle, parce que ça n'arrive jamais en fait. C'est vraiment une chose qui ne s'est jamais arrivée. On l'aurait revu depuis. Voilà, on l'aurait revu. Mais là, on est en plein contexte de guerre froide. Il y a eu des archives qui ont prouvé que des agents de la CIA s'étaient déplacés dans le Gard en 1951. Et des habitants spiripontins ont affirmé qu'ils ont vu des personnes que personne ne connaissait analyser justement les événements qui se sont passés. Donc, subhanallah, c'est un truc de fou. Mais le pire dans tout ça, c'est que la France,
est un pays allié des États-Unis. Ils ont toujours été alliés. Donc, en fait, on voit ici que dans leur envie de manipulation, ils n'ont aucune limite. Ah, mais, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on raconte pas des histoires pour raconter des histoires. Là, s'il y a des programmes, il y a un but derrière. Exactement. Là, c'est pas du complotisme, c'est des choses qui sont factuelles. Tout ce que tu as dit, par exemple, les gens qui étaient ramenés au tout début, c'est documenté. Bien sûr, c'est documenté, donc il y a des archives sur ça, par Des exemple. archives. Par rapport aux os humains qu'on avait cités précédemment, il y a des archives de l'INA. Lina, Voilà, tout ce qui est dans le livre, dans tous les cas. J'ai fait, voilà. depuis tout à l'heure, c'est Prélevé, c'est factuel. Il n'y a rien. Je vais même déplacer. En vrai, exactement, on a fait l'inspecteur gadget de Doujna. C'était vraiment déterminé. Mais c'est il y a longtemps que tu t'es déplacé ou c'est là? Non, non, c'était il y a longtemps. C'était en 2019, il me semble. Ouais, c'était en 2019. Ouais. Donc, vous voyez, ce livre, il l'a pas écrit sur un coup de tête. Hein. Non, non, je ne l'ai pas écrit du tout sur un coup de tête. C'est un sujet qui m'y C'est un truc, en fait, que tu travailles depuis. depuis des années. Depuis des années, exactement. Et d'ailleurs, dans le livre, tout ce que j'apporte, je le prouve. Il y a des notes de bas de page où on met les sources. Donc, il n'y a strictement aucune théorie du complot dans ce livre-là. Et je me suis donné l'obligation de ne rentrer dans aucune théorie du complot. Même, je vais donner un exemple tout simple. À un moment, lorsque je parle de la guerre froide, je parle de cette concurrence spatiale qu'il y a eu entre l'URSS et les États-Unis. Et je parle à un moment voilà, de Armstrong qui marche sur la Lune. À ce moment-là, voilà, j'évoque qu'il y a eu une controverse sur ce sujet-là, Ouais. avec des éléments certes accablants, mais j'ai précisé que dans ce livre-là, nous n'allons pas parler de ce sujet-là, car je me suis interdit de rentrer dans toute théorie du complot, combien même cette théorie-là a de nombreuses preuves. Ouais. Voilà, j'ai pas voulu faire un livre qui rentre dans le complotisme, etc. Tout ce qu'il y a dans ce livre-là, ça a été non seulement étudié, ça a été sourcé et ça a été corrigé par des professionnels. Donc, Si tu me permets, hein, parce qu'on a dit entre impérialisme et manipulation de masse. Ok. Donc, eux, on a dit qu'au début, ils ont voulu montrer qu'ils étaient une société qui était supérieure aux autres civilisations. Factuellement, hormis les manipulations qu'ils ont fait pour justifier leur colonisation, etc., est-ce que factuellement, ils étaient une civilisation supérieure ou bien au contraire, ils n'étaient pas forcément plus que... Alors, non seulement ils n'ont pas été une civilisation supérieure à leur début par leur connaissance, mais encore aujourd'hui, ils sont encore moins une civilisation supérieure dans tout ce qui relève des mœurs et de la morale. Parce qu'il faut savoir que ce qui donne cette étiquette de civilisation supérieure, c'est aussi la morale de cette civilisation. Si la morale est défaillante, on ne peut pas parler de civilisation supérieure. Mais restons dans le domaine, par exemple, des connaissances et du progrès scientifique et technologique. Et ça, j'en parle dès le début de mon livre, d'ailleurs. Il faut savoir que ce qui a permis cet essor de l'Occident, ça a été en fait tout simplement toutes les connaissances que l'Occident a prises des autres civilisations. Que ce soit dans le domaine des mathématiques, de l'astronomie, avec les connaissances du monde arabo-musulman, et je cite plusieurs exemples dans mon livre, je vous laisse le lire, Inch'Allah Ta'ala, pour ceux qui sont intéressés par ce sujet-là, que ce soit même dans les domaines de l'agriculture, avec plusieurs méthodes d'agriculture qui ont été prises d'Afrique, de Tanzanie, du Kenya et d'autres pays d'Afrique. Donc, en fait, tout ce qui a permis ce progrès-là de l'Occident, au niveau des avancées technologiques, ont été initialement prises d'autres civilisations. Les pionniers de tout ce qu'on voit aujourd'hui, que ce soit les téléphones portables, la télévision, l'aviation, etc. Même la médecine. Même la médecine, exactement. Bah, exactement, tu fais bien d'en parler. Eh bien, tous ces domaines-là, leurs pionniers n'étaient pas occidentaux. Et attends, une des manipulations, enfin après, à l'époque, aujourd'hui, quand on dit oui, travail d'arabe, aujourd'hui, c'est vu. Exactement. C'est mal vu aujourd'hui. C'était pour montrer à quel point, en fait, les Arabes étaient au-dessus de toute la mathématique qui accompagnait leur travail, ainsi de suite. On a réussi à changer cela et à utiliser carrément cette expression comme si c'était quelque chose de base de négatif. Exactement, mais d'ailleurs, ça, franchement, je pourrais même pas le défendre, car en effet, il y a eu aussi une décadence chez nous, Oui. dans le monde arabo-musulman, et c'est ce qui a provoqué d'ailleurs cette chute. Ouais, mais la décadence, c'est 15 août. Voilà, bah, elle vient de nous-mêmes en réalité, parce que Mais on a été aussi colonisés, frère. c'est sûr. Alors, faut savoir une chose, c'est que Là, je fais une parenthèse. D'ailleurs, je prends l'exemple de mon pays. Mais j'en suis sûr que, parce que moi j'ai fait des recherches par rapport à mon pays, mais j'en suis sûr que si on fait des recherches sur les autres pays, on va retrouver quelque chose de semblable. L'Algérie. L'Algérie
avant que la France vienne, bon, tu le fais, toi-même tu le fais. Alhamdoulilah, tu apprends le Coran. Tu as déjà vu les gens comment ils apprennent sur le lawha. Exactement. Voilà. Donc à l'époque, en fait, par le fait que la population apprenait le Coran et qu'il y avait une certaine obligation d'apprendre ne serait-ce qu'un minimum de surat, de surat du Coran, et que si tu regardes les archives, tu verras qu'il y a des siècles, à Bijaya notamment, les femmes, on parle même pas, parce que les femmes, elles étaient moins dans la recherche de la science que les hommes, parce que les femmes avaient d'autres fonctions, etc., dans la société. Mais malgré ça, des savants disaient à Bijaya, on peut dénombrer plus de 500 femmes qui avaient mémorisé le Mudawwana. Mémoriser le Mudawwana, tu sais quoi le Mudawwana, c'est le tome. Et il dit qu'entre au Mukhtasar d'Ibn al-Hajib, ça on peut même pas dénombrer tellement il y a de femmes qui l'ont fait. Alors que dire des hommes? Tous ces gens-là, à l'époque, pour apprendre le Coran, apprendre toutes ces sciences-là, ils étaient obligés de savoir quoi? Lire et écrire. Exactement. Donc, quand tu regardes, et d'ailleurs ça remonte avec les déclarations récentes qu'on a vues du président algérien qui disait qu'avant que la France rentre, il y avait plus de 80% de la population qui savait lire et écrire. Dû à cela, comment ils ont fait la France, à ton avis, pour qu'on passe de 80% à peut-être, après leur départ, à moins de 20 ou 40%? Ils ont pris les waqf. Parce que les waqf, c'était eux qui finançaient les zawaya, donc le pluriel de zawiya, ou les écoles de Coran, etc. Ils ont volé ces terres-là. Ils les ont pris, ils se sont fait passer quelques lois pour justifier cela. Et vu qu'il n'y avait plus d'argent, tous les sites où il y avait un apprentissage, pour les enfants, pour ceci, cela, et il y avait vraiment énormément, des milliers. Hein. Juste en primaire, il me semble, à Constantine, ils étaient... il y avait 30 000 de population, mais il y avait genre peut-être 2 000 ou 4 000. Bref, j'ai fait une vidéo récemment où je donnais les chiffres. Mais c'était pas des gens... Non, ils allaient à l'école, ils étudiaient, ils savaient lire et écrire avant même de faire des études mondaines parce qu'il y avait le Coran, etc. Comment on est passé de 80 à 40? C'est eux, frère. Et ils ont pas que supprimé les écoles, ils se sont pris aux savants. Ils leur ont enlevé la vie. Exactement. Ils ont enlevé la vie, que ça... Donc, bien sûr qu'on a une part et on met pas toute la faute sur les causes extérieures parce que sinon on va jamais avancer. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se lève. Mais ils ont bien fait leur boulot, frère. Bien sûr, exactement. Alors, en effet, nous, en tant que croyants, voilà, on a la conviction qu'Allah Azza wa Jal ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas d'abord ce qu'ils ont eux-mêmes. Donc, en effet, nous, en tant que croyants, on a cette croyance-là que, voilà, si Allah Azza wa Jal a permis à ces gens-là de nous coloniser, de nous faire tous ces torts-là, c'est que nous-mêmes, en fait, on a changé un petit peu ce qu'on avait en nous, etc. Mais en effet, si on regarde l'Occident et leur manigance, ils sont indéfendables, car ils ont été la cause, pour le coup, de cette analphabétisation. Ils ont été la cause de cette décadence aussi des terres colonisées. Alors tout ça pour dire qu'en réalité, Bilal, l'Occident n'a pas été une civilisation supérieure. On a parlé du travail d'arabe. En effet, par exemple, pendant l'époque Al-Andalus, l'époque de l'âge d'or vraiment de l'islam, eh bien, on parlait de travail d'arabe lorsqu'on voyait le travail qui a été fait notamment par les architectes aussi musulmans, l'architecture arabo-musulmane, etc. C'est un travail qui était fait de manière très propre, excellente, qui dépassait en fait toutes les limites de l'époque. Donc on parlait de travail d'arabe à ce moment-là. Ils ont toujours repris ce que les autres ont fait. Ils ont repris le travail que les musulmans ont fait pendant la Renaissance. D'ailleurs, Renaissance, une période où justement l'humanité renaît. Renaît de quoi? Renaît du Moyen-Âge. Période où il ne s'est pas passé grand-chose en termes de science et de développement. Les musulmans ont, eux, ressorti des ouvrages, des œuvres, des écrits et des travaux qui ont été faits à l'Antiquité pour ensuite les remettre au goût du jour et les retravailler et les développer. En médecine aussi, il faut savoir que ce sont les musulmans qui ont énormément développé la médecine. À l'époque, lorsque un chrétien voulait faire des analyses sur un corps humain, le tribunal de l'Inquisition le brûlait vivant s'il touchait à un défunt, à un corps inerte. Ce sont les musulmans, avec des fatawas, des dérogations faites par les savants musulmans, qu'ils ont pu disséquer des corps humains pour faire des analyses et ensuite faire progresser la médecine justement. Donc toutes ces connaissances-là ont été reprises par l'Occident. Ils les ont reprises, les ont assimilées, ont détruit les livres et les ouvrages pendant l'ère coloniale par exemple, et même avant, mais bon ça c'est d'autres sujets, mais là on parle de l'époque coloniale, ils ont poussé ces peuples-là, ces terres colonisées à l'analphabétisation pour justement les mettre sur le côté et s'emparer de tous les éloges et de tout le mérite de ce progrès-là. Mais dans tout, ne serait-ce déjà dans un des points qui marque, qui
qui est le plus marquant pour l'être humain, c'est la propreté, frère. La propreté, surtout qu'aujourd'hui, à travers les médias, ils essaient de faire passer les musulmans ou certaines communautés comme étant des gens sales et que eux, ce sont des gens propres, je ne sais quoi, alors qu'ils faisaient leurs besoins sur eux-mêmes avec des grosses robes. Exactement. Non, mais même en termes de morale et de mœurs, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'Occident jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été une civilisation supérieure. Franchement, aujourd'hui, pour être sincère avec toi, c'est ce qu'on voit dans le livre. Ils sont arrivés à ce niveau-là, cette hégémonie, à cette suprématie, que par la ruse, que par la trahison et que par la manipulation. Tout simplement. Ah, bah, c'est ancré en eux. Même entre eux, hein, ils se manipulent entre l'Italie, la Exact. France, Napoléon, tout, les trucs. Bon, bref. Bon, ça, c'était pour le côté, parce que la grosse partie, je pense, de ton livre, c'est surtout, et ce qui nous concerne tous les jours, c'est la manipulation de masse. Donc, je voulais juste quand même qu'on fasse une petite parenthèse sur leurs pseudo-mensonges qu'ils nous ont fait sur c'est eux les supérieurs, c'est eux les je ne sais quoi, alors que voilà, c'est totalement subjectif leur argument. Il y a beaucoup de mensonges, comme tu l'as souligné. Maintenant, sur la grosse partie qui est la manipulation, pour revenir à l'époque de la guerre froide, il y a plein d'épisodes que les musulmans, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit l'Irak, que ce soit la Palestine, là on est en plein dedans, ça fait des mois et des mois qu'on débunk quasiment tous les jours et Dieu merci qu'on a les réseaux sociaux. Donc toi, si tu veux revenir en parlant de juste après la Première Guerre mondiale, tout ça, vas-y, je te... Ok, c'est ouais, la première, la seconde, la guerre froide. Et il faut savoir que ce qui a aussi marqué la guerre froide, et qui a aussi causé même sa fin par la suite, un des événements majeurs de la guerre froide, aussi un des éléments majeurs de mon livre, ça a été aussi la guerre entre les soviétiques et les combattants afghans. Donc de 1979 à 1989, il faut savoir que voilà, on est en période de guerre froide. D'un côté, il y a les États-Unis, et de l'autre côté, il y a les soviétiques. Les deux ne pouvaient pas directement se faire la guerre, comme tout le monde le sait, c'était impossible, ça allait créer un trop gros carnage. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient en fait? C'est comme aujourd'hui, hein. Comme aujourd'hui. Ils utilisent l'Ukraine, pour Exact. trucs. Donc, ils faisaient des guerres par procuration. Donc, en gros, les États-Unis allaient conquérir des terres, allaient plutôt allaient mettre des libéralistes au pouvoir de certains pays. Pareil pour l'Union soviétique. Ils allaient mettre au pouvoir, ils allaient orchestrer des coups d'État dans certains pays en mettant à leur tête des communistes. Puis ensuite, ces terres-là, libéralistes et communistes, se faisaient la guerre entre elles. Jusqu'au jour où l'Union soviétique fait l'erreur d'orchestrer un coup d'État en Afghanistan en mettant à la tête de ce pays-là un État communiste. Le communisme qui est, pour je le rappelle, une idéologie qui est aux antipodes de l'islam, qui est anti-religion, anti-tradition. Donc ça ne peut pas passer dans une terre d'islam comme l'Afghanistan. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, pendant 10 ans, les Afghans ont mené une guerre sans relâche aux Soviétiques. Et écoutez bien, parce que pourquoi j'en parle dans mon livre de ce passage-là? Parce qu'en fait, on voit ici toute la manipulation et tout le vice des Occidentaux. Il faut savoir que pendant cette période-là, les Afghans, qu'ils étaient appelés par les Occidentaux, les Moudjahidines. Les Donc Moudjahidines, ça vient d'eux, c'est eux qui les ont appelés ainsi. eux-mêmes les appelaient ainsi. Ah bon, ça veut dire C'est- combattant, en vrai, en arabe. Voilà, en arabe, ça veut dire combattant, c'est un terme qui est élogieux. Ouais. Voilà, pour eux. Donc ils les appelaient les Moudjahidines, dans un premier temps, les finançaient. Puis ensuite, quand un homme que tout le monde connaît, dont je parle dans mon livre, qui a été voilà, très controversé, qui a été, voilà, dont le monde a parlé, et qui a fait parler le monde, qui n'est autre qu'Oussama Ben Laden, un héritier saoudien multimillionnaire qui a quitté l'Arabie Saoudite pour ensuite aller en Afghanistan pour la cause afghane. Et il faut savoir, petite parenthèse, qu'à ce moment-là, le fait de quitter son pays pour aller combattre avec les Afghans, c'était pas une chose qui était, c'était pas une chose peu commune, si on veut. Il faut savoir que même en Algérie, il y avait des publicités à la télévision qui appelaient justement les Algériens à combattre avec les Afghans contre les Soviétiques. Au Maroc aussi, il y a eu des appels à rejoindre les Afghans contre les Soviétiques. Pareil en Arabie Saoudite et dans plusieurs pays du monde. Donc à ce moment-là, les Américains et l'Occident faisaient l'éloge de ces gens-là qu'ils appelaient les Moudjahidines en Afghanistan. En gros, là, les Américains, ils traitaient tous ces gens-là, là, d'héros, ils les financent Exactement. parce que dans leur intérêt, C'est ce qu'on appelle en fait des alliés de circonstance. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc là, l'Afghanistan, justement,
combattaient à ce moment-là, ils étaient financés. Oussama Ben Laden était financé par la CIA pour combattre justement. Pas les sociétés news, parce que en fait, il faut vraiment que ces informations que le frère est en train de vous dire, faut pas que ce soit juste des informations, vous les entendez, ah d'accord, non. Il est en train de vous expliquer comment un État dans le monde manipule la pensée générale de dire un tel est méchant et gentil selon vos intérêts. Et Exactement. une personne va devenir gentil ou méchant selon l'intérêt d'un pays là. Il va vous le montrer par A plus B, écoutez. Exactement. Et même pour appuyer ce que je suis en train de dire, il faut savoir qu'en 1994, donc après la fin de la guerre froide, après la victoire des combattants afghans sur l'Union soviétique en 89 après la bataille de Djadji, en 1994, il y a un journal britannique qui s'appelle The Independent qui avait mis en première page du journal Oussama Ben Laden, une photo de lui, en écrivant en gros, donc en anglais, je vais vous le faire en français parce que mon anglais est exécrable, le guerrier anti-soviétique menant son armée sur le chemin de la paix. Subhanallah. Et ça, c'est encore consultable aujourd'hui. En 94, voilà. Et juste comment là, il pour a éviter, été. vous faites une coupure, vous faites je ne sais quoi. On n'est pas là pour faire les éloges d'une personne. On est anti-terreau, on est anti tout ça, n'importe quelle mort d'innocence. On est complètement contre. Là, ce qu'on veut vous montrer, et ce que le frère essaie de vous dire, c'est peut-être pas une coupure et dire regardez, oui, Ziyad, ce qu'il est en train de vous dire, non. Là, il est juste en train de montrer comment on vous a fait passer pour un mec comme un guerrier qui mène les gens vers la paix et que dans quelques instants, parce qu'il ne sera plus dans leur intérêt, il va devenir, selon eux, le plus grand méchant. Exactement. Alors, c'est bien que tu le précises, qu'on soit bien clair. En tant que musulman, voilà. Parce que c'est important, en fait, de distinguer une objectivité historique et notre idéologie religieuse. Nous, on est des musulmans. Notre idéologie, elle est religieuse et bien évidemment, on condamne tout meurtre d'innocents. On condamne tout attentat. Que ce soit le 11 septembre, que ce soit tout attentat commis contre des personnes innocentes, c'est inadmissible et c'est inacceptable de notre part et de la part des musulmans de manière générale. Donc sur ça, il n'y a aucun flou. Là, on met plutôt la lumière sur le vice et sur la manipulation des Occidentaux. Exactement. Comment ils ont fait passer des gens comme étant des héros pour ensuite faire passer ces mêmes personnes alors qu'ils faisaient la même chose, mais juste contre eux, pour des criminels et pour des terroristes. Donc là, on arrive en fait en 94, il y a certains événements qui se sont passés en fait entre-temps. Et ça, j'en parle dans le livre. Déjà, il y a un événement, 3 ans plus tôt, en 91, qui s'est passé, que tout le monde connaît, c'est la guerre du Golfe. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il se passe? 91, guerre du Golfe, Saddam Hussein veut reprendre le Koweït, car il estimait que cette terre appartenait initialement à l'Irak. À ce moment-là, les Américains ont montré très clairement leur mécontentement. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans cette région-là, eh bien, au Koweït, il y a énormément de pétrole. Pétrole qui était revendu à un prix dérisoire chez les Américains. Donc lorsque Saddam Hussein a voulu reprendre le Koweït, eh bien, les Américains ont tout de suite pas accepté cette décision-là et ont voulu faire la guerre à Saddam Hussein et à l'Irak. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que l'Irak est entouré de pays musulmans. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là? Tout simplement, eh bien, les États-Unis sont passés par l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite qui a un pacte en fait avec les États-Unis depuis 1945, c'est le pacte qu'on appelle le pacte de Quincy. Un pacte en fait qui lie l'Arabie Saoudite aux États-Unis. Donc là, les États-Unis sont passés directement par l'Arabie Saoudite pour aller combattre les musulmans irakiens. Ça a créé une grande polémique, ça, à ce moment-là, dans le monde musulman. Donc plusieurs personnes se sont, à ce moment-là, opposées à cela. Mais pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce qu'à ce moment-là, il y a déjà Oussama Ben Laden, qui est encore vu comme un héros à ce moment-là, par l'Occident et par l'Arabie Saoudite et par tous les pays musulmans. Il essaye de convaincre l'Arabie Saoudite d'envoyer ses propres moudjahidines pour régler cette histoire en Irak sans faire intervenir les États-Unis. États-Unis qui a commis énormément de crimes dans le monde musulman, donc c'était illogique de s'associer avec eux contre des musulmans, encore une fois. Décision qui était rejetée par l'Arabie Saoudite. Donc dès lors, ça crée une certaine déjà tension. Sans faire exploser une guerre, sans faire exploser un conflit concret, mais ça a créé une tension à ce moment-là. Puis voilà, par la suite, il y a eu voilà, des tensions, il a voyagé, etc. Jusqu'en 2001, où il y a eu l'événement dramatique que tout le monde connaît, donc le 11 septembre, où beaucoup de civils ont perdu la vie malheureusement. Mais Oussama Ben Laden, à ce moment-là, il a écrit une lettre pour expliquer en fait tout cela. Cette lettre-là s'appelle Lettre à l'Amérique.
Donc c'est un manifeste de Ben Laden qui a été déclassifié par la CIA, mais qui a tout de suite été supprimé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, quand la lettre, le manifeste de Ben Laden a été déclassifié, il y a énormément d'Américains, en la lisant, qu'ils ont en fait mis la faute du 11 septembre sur les États-Unis, en disant qu'en fait, ce qui s'est passé le 11 septembre, ça a été une conséquence de tous les crimes que les États-Unis ont fait euh, dans les pays musulmans, et que du coup, par conséquent, eh bien, Oussama Ben Laden a fait ce qu'il a fait le 11 septembre, et cette lettre-là a été supprimée. Mais dans mon livre, tu me connais, Roya, dans mon livre, parce que je l'avais gardé dans mes dossiers perso, et bah, je l'ai mise dans mon livre, cette lettre-là, ce manifeste, combien même il était supprimé, parce qu'il me semble important, au niveau de la culture que les gens doivent avoir, sur les faits historiques, il me semblait important de la mettre dans ce livre-là, mais bien évidemment, tout en condamnant ce qui s'est passé, hein, mais pour comprendre au moins pourquoi ça s'est passé. Car comme je dis toujours, et c'est une phrase que je dis énormément, pour comprendre le présent, il est fondamental de connaître le passé. Mais tout ça pour dire qu'en fait, les États-Unis, dès lors que les combattants afghans se sont retournés contre les Américains, notamment à cause des crimes qu'ils ont commis dans les pays musulmans, eh bien déjà, ils ont changé directement de sémantique pour commencer, car la sémantique, l'utilisation des mots, est aussi un outil de propagande. Donc en les appelant de la bouche des Américains les Moudjahidines, à Djia, le mot qu'on connaît tous, qu'on entend à longueur de journée à la télévision. Donc ce terme-là, vraiment, il naît à partir de ce moment-là. Lorsqu'il y a eu ce retournement de situation, alors que pourtant les combattants afghans, à ce moment-là, ont fait la même chose qu'ils ont fait contre les soviétiques, car ils ont protégé leurs terres. Ils ont fait la même chose à d'autres oppresseurs qui étaient les États-Unis et qui sont toujours d'ailleurs les États-Unis. On le voit encore aujourd'hui, notamment avec ce qui se passe en Palestine. Et à ce moment-là, eh bien voilà, il y a eu toute une propagande pour faire passer tous ces résistants et ces combattants comme des méchants et comme des mauvais, voilà, jusqu'à leur Parce que ça défaite. servait plus leur intérêt. Voilà, exactement. Donc dès qu'ils ont arrêté de servir leurs intérêts, ils les ont lâchement abandonnés. Même lorsqu'il y a eu la guerre civile en Afghanistan, après la chute de l'URSS, eh bien les États-Unis, ils les avaient déjà abandonnés à leur sort sans trop les calculer. Et dès qu'ils se sont retournés contre eux, eh bien là, les Américains ont commencé à les diaboliser, à faire toute une propagande contre eux pour réduire leur résistance, euh, parce qu'il y a une partie de leur résistance qui a certes été légitime, le fait de défendre les musulmans qui se font tuer injustement, des civils qui se font tuer injustement, que ce soit en Irak, que ce soit en Palestine, tout ça, c'est des causes qui sont totalement légitimes. Mais l'Occident, à ce moment-là, a voulu retirer la légitimité justement de cette résistance-là en les faisant passer pour des terreaux, tout simplement à cause de ce qui s'est passé, à cause du drame qui s'est passé le 11 septembre 2001. Donc en fait, il y a eu toute une salade, tout un mélange qui a été fait de la part des Occidentaux qui a été volontaire pour en fait que le commun des gens, le commun des mortels, ne puisse plus faire la distinction entre une résistance légitime et des terreaux, tout simplement. Ok. Et bon, ça, c'était sur le point de comment ils ont réussi à faire passer des, entre guillemets, des gens qui considèrent alliés à ennemis selon intérêt, mais il y a aussi des invasions qui ont été utilisées sur des mensonges. La fameuse capsule qui a été ramenée, qu'aujourd'hui, tout le monde sait que c'était complètement faux. Ah oui, de atomique, exactement, nucléaire, exactement, oui. Et est-ce que dans ton livre, toi, tu abordes aujourd'hui et maintenant la manipulation qui est faite actuellement, par exemple? Ah, donc, en effet, dans le livre, un des sujets fondamentaux de ce livre-là, c'est également la propagande et l'oppression que les musulmans subissent aujourd'hui. Donc, elle a même dépassé les frontières. On a parlé de tout ce qui se passait dans le monde, mais elle arrivait même jusqu'en Occident, plus particulièrement jusqu'en France. Donc, je parle effectivement dans ce livre-là de toute l'oppression que les musulmans subissent en France, avec une propagande qui a été faite contre les musulmans et des lois qui sont passées pour opprimer les musulmans. Je parle ici, par exemple, de la loi de 2004 où l'État, le gouvernement a interdit à nos sœurs voilées de porter le hijab à l'école, au collège, au lycée, malgré le fait qu'elles soient pubères, que ce soit une obligation religieuse pour elles. Je parle aussi ici de toutes les lois qui sont passées contre le radicalisme après certains attentats qui ont été faits par des personnes qui ont agi contrairement à l'islam. Il y a toutes ces lois-là qui sont passées avec des mosquées qui ont été fermées, des prédicateurs qui ont été emprisonnés, par exemple ici de Nabil Enasri, qui a été emprisonné alors que sa mère était mourante. Donc il y a eu plusieurs tentatives d'oppression des musulmans. On l'a vu avec Hassan Iqiyoussen, par exemple, Hassan Iqiyoussen qui a été injustement expulsé de la France
malgré le fait qu'il a toujours défendu les valeurs républicaines, il a toujours défendu les intérêts d'un vivre ensemble en France, etc. Donc, des personnes comme Hassan Iqiyoussen, qui sont totalement légitimes à prêcher en France, car respectent toutes les lois du pays, ont été expulsés du pays. Ça a été ici, voilà, du côté de la France, une démonstration de force pour montrer que même si vous respectez tous les codes, si vous êtes musulman, si vous êtes fièrement musulman, que vous êtes engagé, eh bien vous risquez, quoi qu'il arrive, eh bien de subir une oppression. Petite parenthèse, hein, pour Ouais. que les gens sachent. Hassan Iqiyoussen, là je suis devant, je l'ai même pris devant, c'est devant mes yeux, hein. Le titre de ses conférences était La France, deux petits points, tu l'aimes et tu l'améliores. Voilà, avec un point d'exclamation. C'était que des je suis fier d'être musulman et français. Donc c'était vraiment quelqu'un qui appelait les musulmans à se sentir français, à Exactement. vraiment. Il disait même oui, pour moi la France est plus musulmane que beaucoup de pays, etc. Et au final, ça n'a pas été anodin que lui ait été visé. C'était un message qui est très fort qui était envoyé à la communauté. Exactement, il y a eu plusieurs exemples, mais ça, je vous invite à lire le livre pour le consulter, notamment dans le pourcentage des établissements, parce que par exemple, je parle aussi des établissements privés musulmans. Il y a plusieurs exemples qui montrent tout simplement qu'en France, eh bien, encore aujourd'hui, l'oppression et la propagande anti-islam et anti-musulman est toujours d'actualité. Tout ça, t'en parles dans ton livre. J'en parle dans le livre. Voilà, une interview sera passée là. Une interview, c'est pas suffisant. On pensait qu'on allait pouvoir vous parler plus de ce livre, mais finalement, l'heure est passée très très vite. Donc, je vais mettre le lien du livre en dessous de la vidéo. Si vous voulez regarder, il y a quasiment 200 pages. Donc, 200 pages, vous allez voir, ça sera beaucoup plus détaillé. Plein de points, les différentes époques. Ça part vraiment de la période coloniale aujourd'hui. Tous les événements sont traités. Voilà. Un autre regard sur l'Occident. Barakallah. C'est que le Baraka, c'est moi qui devrais assez montrer. Et bah écoute, j'espère que les gens pourront s'informer et réfléchiront et comprendront que c'est pas du complotisme. Il y a une manipulation de masse, les gars. C'est quelques exemples qu'on vous a cités, mais allez regarder, c'est documenté, c'est factuel. Barakallah, fait que merci de m'avoir invité. Abonnez-vous tous à la chaîne du frère qui compte du contenu. Tabarakallah, très intéressant. Barakallah. Jazakallah khair. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.